8h19, Michel Barnier est aujourd'hui conseiller spécial du président de la Commission européenne. Il a été ministre de l'Agriculture sur Nicolas Sarkozy et il est votre invité ce matin, Maxime, pour l'interview politique d'Europe Weekend. Bonjour Michel Barnier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ici, effectivement, au milieu du salon de l'agriculture. On va parler de ce salon dans un instant. L'agriculture, c'est un domaine que vous connaissez très très bien. Mais d'abord, une question d'actualité. Vous avez été commissaire européen. Vous êtes aujourd'hui, on l'a dit, vous conseillez aujourd'hui le président de la Commission. Cet accord trouvé hier soir entre la Grèce et l'Europe, vous vous dites quoi ce matin? Qu'on a frôlé la catastrophe? Ça fait d'ailleurs plusieurs années qu'on frôle la catastrophe avec la Grèce. Il faut voir d'où nous revenons. En 2010-2012, la seule question qu'on me posait quand j'étais à Washington ou à Pékin, à propos de l'Europe et de l'euro, c'est est-ce que vous allez passer la fin de l'année avec l'euro? À cause notamment de la question grecque. Pas seulement à cause de la question grecque, mais en grande partie à cause d'elle. Le choix qui a été fait à ce moment-là était de tirer les leçons de la crise, notamment en matière de spéculation financière. C'était mon travail pendant 5 ans, 40 lois de régulation pour remettre de l'ordre, de la transparence, de la morale. Vous étiez commissaire européen. Là où elle avait disparu. Et puis de garder la Grèce à l'intérieur dès l'instant où elle le voulait. Et ça a été son choix, ça a été le nôtre, ça a demandé beaucoup d'efforts, y compris et d'abord aux Grecs et beaucoup de souffrance. Bon, je pense que le mieux, c'est maintenant de continuer à faire des efforts parce que ces efforts ont payé. La Grèce est en train de se redresser, la croissance revient tout doucement, elle est revenue sur les marchés financiers d'où elle était partie, donc je trouve que c'est une bonne nouvelle, mais ça veut dire aussi une solidarité qui doit continuer. Mais alors justement, est-ce que l'Europe n'est pas une nouvelle fois en train de tordre le bras à un pays pour qu'il rentre dans le rang? Mais regardez d'où vient la Grèce. 30 ans de mauvais gouvernement, d'emprunts excessifs, de corruption, d'une politisation à tous les étages. La Grèce revient de loin par sa propre responsabilité. Et donc, c'est pas les autres qui doivent toujours payer. C'est un peu comme chez nous, si je puis dire. C'est pas les autres qui vont venir prendre des mesures en France pour qu'on retrouve de la compétitivité, qu'on réduise notre dette. Ça sera notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Donc la Grèce a fait beaucoup d'erreurs et donc il faut qu'elle prenne sa part. Maintenant, si vous voulez me faire dire que dans les efforts qui lui ont été demandés par la fameuse Troïka, ouais, on a quelquefois le dos au mur dans l'urgence pris des décisions... On est allé trop loin. Oui, des décisions qui étaient mal ajustées. On a touché des gens qui n'auraient pas dû l'être. On a sans doute créé ce sentiment d'humiliation et les Grecs sont un peuple digne comme tous les autres peuples, ils doivent être respectés aussi. Mais là, est-ce que hier soir, on n'a pas dit aux Grecs, grosso modo, vous avez voté il y a quelques semaines pour un parti qui avait tel programme, ben là, ce programme, vous l'oubliez? Non, je ne crois pas que le programme sera oublié. Le gouvernement de M. Tsipras a pris des mesures déjà qui vont dans le sens de son application. Maintenant, il faut qu'il y ait un accord parce qu'elle n'est pas toute seule, la Grèce. Permettez-moi de rappeler que si la Grèce devait faire face toute seule à ce déficit gigantesque, oui, bien sûr, elle pourrait cesser de payer, de rembourser. Mais pour quel avenir immédiat? D'ailleurs, plus personne ne lui prêterait quoi que ce soit. Et je pense que ce serait infiniment plus grave et plus douloureux pour elle d'être seule face à ces difficultés plutôt que d'être dans la solidarité européenne. Et on va voir dans les heures et les jours qui viennent quelles réformes la Grèce peut mettre en place. Les Grecs ont 4 mois maintenant pour essayer d'améliorer la situation. J'en viens à ce salon de l'agriculture où nous sommes. Quand on est ancien ministre de l'agriculture comme vous, on est obligé d'y venir une fois par an? C'est pas une obligation. C'est un moment formidable. Moi, pendant les 2 années où j'ai le grand honneur d'être le ministre des paysans, des industriels, de l'agroalimentaire et des pêcheurs. Ouais. N'oubliez pas les pêcheurs qui font un des métiers les plus dangereux et les plus nécessaires aussi qui existent. Je venais m'installer ici pendant une dizaine de jours. J'avais mon bureau au milieu du salon et c'était un moment formidable. Et ça reste un moment formidable. C'est sûrement pas une obligation. Mais est-ce que c'est pas une très jolie vitrine pour un secteur qui, malgré tout, est en déclin en France? Oui, mais ça, c'est le courage et l'honneur des paysans, des agriculteurs que de venir ici. Ils sont fiers. Catherine Day disait tout à l'heure aussi la difficulté de ce travail, le nombre de suicides, la baisse des revenus, des retraites absolument insignifiantes pour les femmes notamment d'agriculteurs qui font la moitié du travail souvent. Donc c'est important que les agriculteurs viennent ici pour montrer une chose, c'est que la question agricole, elle n'est pas seulement la question des agriculteurs, c'est une question de société. Ces gens travaillent beaucoup, se lèvent tôt, sont mal payés pour nourrir, pour garder un modèle territorial
la France est entretenue, ces paysages, ces territoires sont entretenus grâce au travail des paysans, et un modèle alimentaire qui préserve la qualité, la diversité des produits. Nous ne sommes pas dans une agriculture aseptisée comme on peut la voir maintenant dans certains pays de l'autre côté de l'Atlantique. On va en parler. Le modèle français, je précise juste une chose, le poids de l'agriculture dans l'économie française, il a été divisé par 2 depuis les années 80 à peu près. Le modèle français, comment est-ce qu'on fait pour rivaliser sur des marchés qui sont complètement mondialisés? Un éleveur de volailles breton, son concurrent, il est à quoi, 6000 km au Brésil? Oui, bien sûr, il y a la concurrence. Et d'ailleurs, les agriculteurs prennent leur part dans ces échanges. Nous sommes exportateurs, ce qui n'était pas le cas au début de la politique agricole commune. C'est le choix des Européens que de préserver ce modèle territorial d'une agriculture diversifiée de qualité avec des labels et en même temps qui sont présentés ici, qui d'ailleurs se développent encore, et de pouvoir exporter, d'être désormais sur un territoire européen qui est autosuffisant, qui se nourrit lui-même. Il faut simplement veiller à ce que la concurrence soit loyale, ce qui n'est pas toujours le cas, y compris à l'intérieur de l'Europe. Entre pays européens. Et vis-à-vis de l'extérieur, c'est le cas des négociations que nous avons avec l'Organisation mondiale du commerce. Mais est-ce que la solution, elle passe forcément en France par le fait d'avoir des exploitations toujours plus grandes? On parlait tout à l'heure de la ferme des 1000 vaches, qui en compte 500, mais... Moi, je pense qu'il faut préserver ce modèle d'une agriculture familiale, avec des exploitations qui ne sont pas forcément grandes, mais qui s'adaptent. Je veux dire un mot de cette profession qui est sans doute l'une en France qui a été le plus capable de s'adapter depuis une quarantaine d'années, y compris aux nouvelles technologies, y compris à la recherche. Les agriculteurs font un travail d'adaptation, de capacité de faire face à l'avenir et aux nouvelles technologies d'une manière incroyable, y compris les jeunes qui s'installent en très grand nombre. Mais on peut concilier une agriculture moderne, comme vous dites, connectée, productive, et on peut concilier ça avec la qualité, le respect de l'environnement. On reproche beaucoup de choses aux agriculteurs aujourd'hui. Oui, je sais bien qu'on leur reproche quelquefois de polluer ou d'utiliser des produits chimiques. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas par plaisir. Ils sont engagés, comme Xavier Belin vous le dira demain sur votre antenne, dans un mouvement puissant avec toutes les autres organisations pour intégrer les nouvelles pratiques environnementales, consommer moins de produits phytosanitaires. J'avais lancé en 2008 le plan Éco-Phyto qui a été maintenu, même s'il a été allongé. C'est un mouvement global, général, qui est engagé pour consommer moins de produits phytosanitaires et pour s'adapter aux nouvelles pratiques agricoles. En tout cas, ce mouvement est engagé. Moi, je pense que les premiers écologistes, ce sont les paysans. Je le pense depuis longtemps. Je l'avais dit lorsque j'étais ministre de l'Environnement. Je le redis comme ministre de l'Agriculture, je le pense toujours. Les premiers écologistes dans ce pays, ce sont les agriculteurs. Et on peut imaginer une agriculture française et européenne sans la politique agricole commune? Non, difficilement. Mais encore une fois, c'est le prix à payer pour préserver ce modèle d'entretien des territoires dans tous les coins d'Europe et d'une agriculture qui produit des produits alimentaires de qualité, ça labellisés. Ça coûte 9 milliards d'euros par an aux pays européens, la politique agricole commune. Permettons de dire qu'on devrait faire un exercice qui consisterait à calculer combien coûterait l'absence de la politique agricole commune en termes de désertification, en termes d'importation qu'on serait obligé de faire à nouveau de produits qu'on ne produirait plus chez nous. Et puis surtout, encore une fois, ce modèle d'une agriculture de produits alimentaires qui ont des goûts, des couleurs, des saveurs, de la qualité. Une toute dernière question, Michel Barnier. Par hasard, tout ça. Question politique, on en parlait il y a 10 minutes avec Catherine Ney. On voit que le monde rural est de plus en plus attiré par le vote Front National. Les partis de gouvernement comme le vôtre, ils ont oublié les agriculteurs, c'est pour ça? Non, ils n'ont pas oublié les agriculteurs. Le Front National monte parce que les autres partis sont faibles, parce qu'ils ne tiennent pas leurs promesses, parce qu'ils ne marchent pas au milieu de la route. Moi, je ne crois pas qu'on réduira l'influence du Front National en courant derrière des thèses populistes, comme je l'entends ici ou là, quelquefois dans mon propre parti. On ne rattrapera pas Mme Le Pen sur ces thèses populistes. Elle courra toujours plus vite que les autres. On doit retrouver la confiance de ceux qui n'ont plus confiance en gérant bien l'argent public, en réduisant les contraintes. On en a parlé tout à l'heure, il y a trop de contraintes, trop de contrôles, trop de normes, en les appliquant plus intelligemment et en gardant nos valeurs qui ne sont pas celles du Front National. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Michel Barnier d'être venu ici en direct au Salon de l'Agriculture dans le studio d'Europe 1. Merci à vous.